C'est une entrevue qui était annoncée, même confirmée par les cadres de chaque camp. Elle a finalement eu lieu. Laurent Gbagbo a reçu en Belgique Henri Konan-Bédié, accompagné de son épouse. Cette rencontre qui aura duré plus de 2 heures d'horloge a abouti à un communiqué final qui renseigne peu ou prou sur le contenu des échanges que les deux anciens chefs d'État ont eu du point 2 du communiqué jusqu'au point 6. Les deux chefs d'État se sont souvenus avec émotion et compassion du peuple ivoirien pour la crise née de la présidentielle de novembre 2010, saluer la mémoire de toutes les victimes et des personnes malheureusement disparues pendant ces tristes et douloureux événements qui ont meurtri la nation. Des mots de condoléances sont aussi allés à l'endroit des familles endeuillées. Au point 9 fait suivant, une analyse de la situation politique en Côte d'Ivoire est apparue avec une batterie de recommandations et de demandes afin que la paix soit pérenne en Côte d'Ivoire. Au sein du pouvoir, on tente de minimiser les effets de cette rencontre sur l'état d'esprit des militants du RHDP. Gbagbo plus Bédié, c'est 1 + 1 = 1, selon Adama Bictogo, proche du président Ouattara. Ce dernier a d'ailleurs, dans une adresse à la nation à la veille de la commémoration du 59e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, mis un terme au débat sur la réforme de la CEI. Ne sommes-nous pas en face d'une recomposition majeure des paradigmes politiques en Côte d'Ivoire? Quelle lecture faire de ce communiqué final? Une plateforme électorale, Front populaire ivoirien, Parti démocratique de Côte d'Ivoire et soroïste, est-ce possible? Si oui, pour quels objectifs? Côte d'Ivoire rencontre Bédié Gbagbo à Bruxelles. Quelle portée sociale et politique pour un rendez-vous planifié? C'est le thème de l'émission du jour. À chacun et à tous, bonjour et bienvenue. On revient juste après l'intermède. À nouveau, bonjour à chacun, bonjour à tous. Merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission Angle de vue. Sur ce plateau, nous avons Élisée Ribella Diovi. Bonjour. Bonjour, Joannes Toranou, chers téléspectateurs, bonjour. Vous êtes journaliste internationaliste, vous êtes également écrivain. Face à vous aujourd'hui, Patrick Armand-Pouillon, bonjour. Bonjour. Vous êtes coach en politique de développement et gestion de crise. Un plaisir de vous avoir, messieurs. Patrick Armand-Pouillon, c'est un débat qui s'est fait ici sur ce plateau il y a quelques jours de cela, quelques semaines peut-être. Vous demandiez que certaines personnalités en Côte d'Ivoire prennent la parole officiellement. Ce communiqué final-là, donc, de cette entrevue de Bruxelles, semble renseigner un peu plus sur les intentions des uns et des autres. Et quelle est votre, je dirais, lecture liminaire de ce communiqué qui a été publié? Je crois que je disais dans le débat qu'il est temps que Laurent Gbagbo comprenne que ceux qui l'encouragent à faire va-t-en-guerre, à insulter tout le monde, à ne reconnaître aucune responsabilité, même morale, soit-elle, qu'eux, ils sont libres avec leurs femmes, chez eux à la maison, et que lui, il est en prison, que la Côte d'Ivoire a besoin de lui. Et donc, de faire ce qu'il faut pour que même Dieu puisse passer un coup de chiffon. Il est chrétien, il lit la Bible. Il sait que David, lorsqu'il reconnaît son tort, Dieu efface ça. Il ne se souvient pas de ça. Je ne parle pas de responsabilité pénale. Non, ce n'est pas à moi de dire. Mais je dis, lorsqu'on est président de la République et qu'il y a 3000 morts, on ne peut pas dire qu'on n'a aucune pensée pour ces morts. Et je crois que le président Laurent Gbagbo nous a écoutés, a fait ce qu'il faut. Et ça change totalement ma lecture du président Gbagbo par rapport aux années à venir. Alors, Isabelle Radiovi, vous demandiez aussi sur ce plateau que l'homme soit affranchi de, on va dire, de toutes les contraintes liées au procès qu'il est en train de traverser. Pourquoi pas, avant de prendre la parole, est-ce que c'est un agenda qui fait que Laurent Gbagbo prend la parole officiellement aujourd'hui? Parce que c'est vrai qu'il n'était pas devant les caméras et micros, mais c'est un communiqué qui a été signé des deux personnalités, on va dire, les plus proches de chaque camp, notamment l'autre président, Henri Konan-Bédié, qui était du côté de Bruxelles. Non, je pense que c'est très important parce que
Lorsque vous êtes dans un pays et surtout que vous êtes le premier magistrat du pays, d'une manière ou d'une autre, vous avez une responsabilité lorsque il y a une situation de crise et surtout qu'on parle de mort. Et à ce sujet, je suis complètement d'accord avec Patrick Aman-Pouillon, parce que c'est vrai qu'il était en prison, donc n'étant pas en position forcément de parler, mais il est sorti, ça fait un bon moment, et donc il était quand même temps qu'il parle. Est-ce qu'avec Henri Konan Bédié, c'est mieux? Je pense que oui, puisque Henri Konan Bédié aussi n'est pas n'importe qui, n'est pas né de la dernière pluie. C'est quand même après, après feu Félix Houphouët-Boigny, le deuxième président de la République de Côte d'Ivoire. Donc, et Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo, ça fait quand même un bloc dur. On en parlera certainement. Donc, c'était vraiment une bonne occasion. Le timing est bien choisi. Il aurait pu le faire peut-être un peu plus tôt, mais le timing est bien choisi. Et là, quand même, on s'avance dans la deuxième moitié de 2019, sachant qu'en 2020, il y a la présidentielle. Voilà, c'est un communiqué qui était en plusieurs volets, on va le dire ainsi. Ils se sont prononcés sur plusieurs choses. Patrick Aman-Pouillon, j'ai des doutes par rapport, pourquoi pas, à la pertinence des propos, parce qu'on a l'impression que c'est simplement dans la perspective d'un agenda politique que ce communiqué a été publié. Est-ce que c'est un doute que vous partagez aussi? Parce que, quoi qu'on dise, on aurait aimé qu'il n'y ait pas 2020, on aurait aimé que Henri Konan Bédié ne soit plus aujourd'hui obligé d'aller chercher des amis avant que ces propos forts-là ne soient dits de la bouche ou de la main de Laurent Gbagbo. En fait, s'il n'y avait pas eu le débat qui a précédé cela, je vous aurais soutenu. Mais je pense que le débat que nous avons fait ici a contribué pour énormément à ça. Je viens de la Côte d'Ivoire. Ce débat a contribué énormément à ça. Et si c'est ce débat qui a contribué à ça, je ne peux pas croire que c'est de la manipulation. Non. Et écoutez les mots. Vous avez dit qu'il y a plusieurs paliers dans le document. Moi, je n'ai lu qu'un palier. L'autre, là, c'est des déclarations politiques. Mais sinon, il y a une réelle prise de conscience, enfin, d'un aspect très important qu'on n'a pas, nous, présenté suffisamment au président Laurent Gbagbo de là où il était. Il n'a pas perçu ce qu'on était en train de dire. Mais la dernière fois, le débat était suffisamment clair. Le président Laurent Gbagbo a compris qu'on n'est pas en train de le condamner. On n'est pas en train de dire que c'est lui qui a tué 3000 hommes. Mais on était en train de dire, il ne peut pas dire qu'il ne se reproche rien. Dans ces conditions, comment on va remettre encore le pouvoir à quelqu'un qui est président? Il y a 3000 mois, il ne se reproche rien. Ça veut dire que si les autres reprennent les mêmes bêtises, il y aura encore 3. Donc bref, le président Gbagbo a fini par comprendre ce qu'on était en train de dire. Il peut y avoir manipulation dans autre chose, mais pas dans ce communiqué-là. Voilà, c'est tout à fait clair. Alors, aujourd'hui, on sait qu'en Côte d'Ivoire, 2020, c'est peut-être demain. Il y a forcément des remue-ménages dans chaque camp politique. On a l'impression qu'aujourd'hui, nous sommes clairement en train d'aller vers un rapprochement. Sinon, c'est déjà fait. Le président Henri Konan Bédié, dans une récente interview, l'a reconnu qu'il a l'accord, bon, qu'il aurait. Je ne peux pas parler à la place de Guillaume Kibafouri-Soro, qu'il a l'accord donc de Guillaume Kibafouri-Soro, et aussi visiblement qu'il est en train d'échanger avec le FPI de Laurent Gbagbo pour installer une plateforme d'action en vue donc de faire reculer le RHDP du président Ouattara sur plusieurs points, notamment la réforme de la CEI, mais visiblement le chef de l'État a déjà, on va dire, conjugué le débat au passé. Non, mais je pense que c'est tout à fait normal et l'histoire récente de la Côte d'Ivoire nous renseigne suffisamment là-dessus, puisque ça ne vous échappe pas que déjà en 1995, il y a eu un rapprochement ou une alliance républicaine, si j'ose m'exprimer ainsi, entre le FPI de Laurent Gbagbo et le RDR d'Alassane Dramane Ouattara contre le PDCI d'Henri Konan Bédié, mais 5 ans plus tard, en 2000, c'est cette fois-ci une alliance oufouétiste entre Henri Konan Bédié et Alassane Dramane Ouattara. Donc qu'aujourd'hui, qu'il y ait éventuellement une alliance PDCI, FPI avec ceux qui sont avec notamment Guillaume Soro, je pense que ça fera très mal parce que justement, toutes les fois,
où on peut retrouver notamment 2 des grands blocs, puisqu'il y en a 3, on peut dire, représentés par 3 personnalités, Henri Konan Bédié, Alassane Dramane Ouattara et Laurent Koudou-Gbagbo. Donc, toutes les fois que 2 se réunissent contre un, celui qui est singleton tombe. Donc, aujourd'hui, je pense que vraisemblablement, il n'y a rien qui peut amener un retour en arrière tel que les choses évoluent. Ça ne vous a pas échappé qu'il y a encore quelques jours, le président Alassane Dramane Ouattara parle d'une révision constitutionnelle. Et la rencontre entre Henri Konan Bédié et Laurent Koudou-Gbagbo a eu lieu le lundi 29 juillet, et le 30 à l'Assemblée, au Parlement, il y avait le vote sur le nouveau code électoral, et notamment la réforme de la CI, avec tout ce que cela comporte d'inégalités. Et ça peut nous ramener encore à 2000, ce qu'il y a eu, pas 2010, ce qu'il y a eu avec tout ce qu'on a eu dans le récomptage et tout le reste. Donc on est dans une situation où il n'y a pas le choix. Henri Konan Bédié, Laurent Koudou-Gbagbo et Guillaume Soro sont bien obligés de se mettre ensemble de toutes les manières. C'est ça aussi la politique. Aujourd'hui, il ne peut pas faire autrement. Alors, Patrick Aron-Pouillon, on a aujourd'hui Henri Konan Bédié qui compatit à la douleur des Ivoiriens pour les événements de 2010, mais on a aussi un Henri Konan Bédié qui a amené le concept d'ivoirité. C'est sous son règne que cette affaire a commencé là. Est-ce que quelque part aujourd'hui, il n'y a pas aussi un amalgame ou de l'opportunisme dans tout ce qui se dit? Non, vous savez, Henri Konan Bédié a toujours eu un comportement assez humble. Et qu'il faut même conseiller au président Ouattara en ce moment. Parce que vous savez, nous sommes en train d'aller tout droit vers un scénario où le président Alassane Ouattara, avec le pouvoir d'État qu'il a fort, est en train d'avoir des gens qui font allégeance le jour, visiblement, devant les caméras. Mais la base en Côte d'Ivoire est en train de quitter le président Alassane Ouattara pour plusieurs raisons. Lesquelles? La première raison, c'est qu'un président de la République vienne pour dire que celui qui l'a aidé 2 fois à gagner les élections présidentielles est un vieux menteur qui ment tout le temps. Le peuple africain a des symboles. On ne touche pas aux symboles impunément en Afrique. Henri Konan Bédié est un ancien président. Il est un ancien président. Lorsqu'il y a eu crise en Côte d'Ivoire, le statut d'ancien premier ministre Alassane Ouattara a été respecté tout le temps. Je voudrais que le président Ouattara gagne dans cette humilité et qu'il se dise, même si le président Bédié devient mauvais aujourd'hui, à cause du service qu'il lui a rendu, pour que les forces métaphysiques soient au moins de son côté, il faut un peu de respect. Un peu de respect pour soi, mais un peu de respect pour les autres. Donc ce comportement, ce discours de rabaisser l'autre, d'appeler Soro un petit, ceci un petit, ceci et cela, ce discours-là, la parole de Dieu dit clairement, celui qui s'élève sera rabaissé. Et je crois que nous sommes en train d'aller dans ce scénario. Rappelez-vous au Bénin, personne ne pouvait imaginer le score, le taux de participation que le président Talon a eu aux élections législatives. Je suis sûr que de toute sa vie-là, il n'a jamais ressenti le monde comme ce jour-là des élections législatives au Bénin. C'est ce que le président Ouattara est en train de s'organiser. Donc, il ne s'agit pas de... Et puis, il a fait une équation, 2 contre 3. Dans des pays comme ça, 2 contre 3, c'est le camp des 2 qui passe. Mais il y a une situation aggravante. C'est que même des gens comme moi, qui étaient admirateurs du président Alassane Ouattara, on se demande, mais est-ce qu'on s'était perdu? Parce qu'on ne comprend pas que celui-là dont on était admirateur puisse avoir autant de mépris pour les autres, autant de mépris pour les... Donc bref, je vous dis, il y a plein. Prenez l'économie, on va vous donner les chiffres. Mais la vie de l'Ivoirien n'a pas changé. La vie de l'Ivoirien ne s'est pas améliorée. Alors, à quoi ça sert de faire 8% de taux de choses là, 10% de taux de choses là, mais quand le quotidien des Ivoiriens n'a pas changé? Écoutez, faites le tour de Abidjan, écoutez les gens, faites le tour de la Côte d'Ivoire, écoutez les gens. Mais le président n'écoute rien de tout ça. Il est convaincu, les autres sont mauvais, les autres sont des bons à rien, ils ne valent rien. Il a 82% aux élections passées, mais il oublie le taux de participation aux élections passées. Parce qu'il dit qu'il a 82%. 82% de quel taux de participation? Avec le soutien d'Henri Konan Bédié. Et donc, à partir de cet instant, je pense que si
le président Gbagbo nous a vraiment écoutés et gagne en humilité comme il a gagné, et que le président Ouattara continue comme ça, la parole de Dieu est claire. Celui qui s'abaisse sera élevé, celui qui se lève sera rabaissé. Rappelez-vous Mathieu Kérékou, lorsqu'il revenait au pouvoir, il a dit quoi au PLR Lédio? Nous étions en haut, on est tombé en bas et on veut aller en haut. Discours d'humilité. Mais quand on est en haut et on pense qu'on est venu de par soi-même en haut et que Dieu n'a rien à voir avec ça, que je ne comprends pas qu'un musulman pontin comme le président, qui a une femme protestante, qui a des enfants, tout ça, et que catholique, tout ça, qu'aucun des membres de la famille ne puisse dire ce que nous faisons n'est pas divin. Et quand ce n'est pas divin, Dieu se retire. Et quand l'énergie de Dieu se retire, c'est grave, c'est dangereux. Alors, Élisée Ramadiovi, on a l'impression aussi que, visiblement, les deux anciens chefs d'État qui sont rencontrés à Bruxelles ont envie d'œuvrer pour un retour à la paix, à la stabilité et à l'entente. Le terme de réconciliation nationale est utilisé un peu partout. C'est un terme qui est revenu aussi. Les deux, il y a aussi des anciens conseillers ministres qui rentrent en Côte d'Ivoire. Est-ce que, selon vous, aujourd'hui, le terrain est en train d'être favorisé davantage pour cette cohésion-là ou cette réconciliation-là qui est en prônée? Mais de toutes les manières, si les Ivoiriens veulent respirer un peu, je pense qu'ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Lorsque le président Alassane Dramane Ouattara venait au pouvoir, la grande majorité de ceux qui le soutenaient se disaient il a promis injecter des milliards partout, dans toutes les provinces du pays. Et en dehors de ça, il a promis réconcilier les Ivoiriens avec eux-mêmes. Ça ne vous a pas échappé qu'il n'y a pas que 2 semaines, le représentant résident de la Banque mondiale était chez lui. Et que oui, il y a l'émergence 2020, il y a les routes, il y a les ponts, tout cela. Mais quid du quotidien des Ivoiriens, quid de l'éducation, de la santé et bien d'autres aspects. Et en plus de cela, lorsque vous en rajoutez l'insécurité, parce qu'on n'en parle pas, mais aujourd'hui, quelle est la situation réelle de la sécurité en Côte d'Ivoire? Et est-ce qu'on est dans de meilleures conditions que 2010? Aujourd'hui, on est dans une situation plus alarmante. Donc, dans ces conditions, je pense que si les anciens présidents, Henri Konan Bédié et Laurent Koudou-Gbagbo, aiment la Côte d'Ivoire, il n'y a pas le choix que de se mettre ensemble. Cela dit, le président Alassane Dramane Ouattara, il gagnerait beaucoup à revoir sa politique. Il a quand même il faut voir comment, à plusieurs reprises, il a eu des difficultés pour être là où il est. Je pense qu'il est normalement dans une meilleure posture pour comprendre ce que ça veut dire être rabaissé et donc faire l'effort pour qu'il n'écrase pas les Ivoiriens et qu'on ne dise pas finalement on a fait le mauvais choix. On en est là actuellement, non seulement par rapport à ceux qui n'étaient pas d'accord avec sa politique, mais encore plus par rapport à ceux qui étaient d'accord avec sa politique. Aujourd'hui, il n'a qu'une portion congrue. Le reste, c'est justement que lorsque vous êtes chef d'État, vous avez la force publique et l'homme a toujours peur de mourir. Mais jusqu'à quand? Donc, je pense que le président Alassane Dramane Ouattara, quand même, pour ce que la Côte d'Ivoire lui a donné, je pense qu'il a le devoir de laisser un pays uni, pas davantage fragilisé. Mais quand je regarde les signaux actuels, ce n'est pas favorable à une sérénité. Il ne faut pas se leurrer. Lorsque vous voyez qu'il y a une fissure profonde dans la société ivoirienne, que le commun des Ivoiriens souffre suffisamment, même si on parle de croissance à plusieurs chiffres. Et donc, il va falloir que quelque chose soit fait. Et si le président Alassane Dramane Ouattara estime qu'il a déjà tiré le meilleur qu'il veut en tirer et qu'il va éventuellement foutre le bordel, il va falloir excuser du peu que les autres, que ce soit le président Henri Konan Bédié, que le président Laurent Koudou-Gbagbo, fassent un effort pour faire en sorte que quand même l'essentiel soit préservé. Parce que je suis convaincu d'une chose, lorsque ces deux vont se mettre ensemble, le président Alassane Dramane Ouattara a beau dire que c'est un épiphénomène, il sait très bien qu'eux-mêmes ont connu le secret du fauteuil, parce que le fauteuil présidentiel, c'est quand même un secret. Ils ont connu ce qui est derrière le fauteuil. Et donc, quand vous avez en face de vous quelqu'un qui connaît le secret,
du poste que vous occupez, vous regardez par 2 fois pour le regarder droit dans les yeux. Eh bien, Vladovi, mais j'ai envie de vous dire, mais qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas juste du haute-toi que je m'y mette? Parce que ces personnalités-là, l'un a plus de 80 ans, l'autre plus de 70 ans, on a l'impression que ce sont des gens qui ont déjà tout fait ou tout donné à leur pays. Qu'est-ce qui peut être en train de pousser ces personnes-là aujourd'hui à se réunir pour chasser un autre, sinon le troisième de leurs congénères du pouvoir? Qu'est-ce qui peut être pertinent aujourd'hui dans la posture de ces anciens chefs d'État-là, à part peut-être d'aspirer encore à diriger la Côte d'Ivoire, puisque visiblement c'est un point d'achoppement entre le président Alassane Ouattara et le président Henri Konan Bédié, la volonté visiblement du président Bédié de candidater pour 2020. Ce qui les pousse à être candidats, c'est le mépris. C'est le mépris avec lequel on les traite. Vous ne pouvez pas dire que quelqu'un qui a 2 mandats et le 2e mandat a renoncé même à sa candidature au premier tour, vous ne pouvez pas dire que c'est le pouvoir d'État qui le motive. Et vous savez, dans cette coalition-là, si quelqu'un va renoncer à la candidature aux élections présidentielles le plus facilement possible, c'est Henri Konan Bédié. C'est le jour où il va se rendre compte que Gbagbo est dehors et que cette coalition, c'est Gbagbo qui va les permettre de gagner contre Ouattara, il va renoncer. C'est-à-dire, contrairement à ce qu'on dit là, il est moins attaché au pouvoir que certains. Il est moins attaché à la date d'aujourd'hui. Il est celui qui sera prêt à concéder sa non-candidature facilement pour pouvoir faire passer Alassane Ouattara. Parce que c'est devenu un combat personnel. Écoutez les propos du président Ouattara. Écoutez les mots qu'il utilise. Patrick Amampoyo, n'est-ce pas tant qu'on quitte tous ces clivages-là pour avoir une Côte d'Ivoire paisible et unie? N'est-ce pas temps d'oublier tous ces dissensions-là entre 3 personnalités, on va dire charismatiques, d'accord, représentant les grandes ethnies en Côte d'Ivoire, d'accord, représentant, on va dire, les grands partis en Côte d'Ivoire, d'accord, mais n'est-ce pas temps aujourd'hui pour l'Ivoirien lambda de passer à autre chose, de passer à Ahmed Bakayoko, de passer à Guillaume Soro, de passer à Amadou Gon Coulibaly? N'est-ce pas temps pour l'Ivoirien d'oublier ces 3 personnes-là qui, quoi qu'on dise, vont traîner l'héritage du conflit et de la crise post-électorale de 2010-2011. L'Ivoirien lambda a été contraint par la gouvernance actuelle à aller chercher ça. C'est ça la réalité. C'est-à-dire que quand vous avez quelqu'un en face qui insulte tous les jours, qui dit on a déjà fait la réforme, c'est voté, allez vous faire foutre. Mais l'Ivoirien se dit... Ce n'est pas les propos que le chef de l'État a tenus. Le chef d'État a dit, démocratiquement, ce n'est pas les propos. Le Parlement a déjà voté, le Sénat a voté, c'est une affaire classée. C'est exactement mot pour mot. Le texte a été voté, le texte sera promulgué. C'est ce que le chef de l'État a dit. C'est une affaire classée. C'est une affaire classée. Alors, dites-moi comment l'Ivoirien lambda, qui sait très bien que l'équation que le président Alassane Ouattara est en train de chercher, c'est Laurent Gbagbo n'est pas candidat, Bédié n'est pas candidat. Dans ces conditions, je mets un de mes jeunes, avec les moyens de l'État, il va écraser les autres. Voilà le schéma que lui cherche. Maintenant, le peuple n'est pas dupe. Le peuple dit, si nous sommes dans ce schéma-là, il vaut mieux aller chercher les Laurent Gbagbo qui peuvent nous permettre de le faire partir. Nous ferons la paix après. Voilà le schéma. Parce que nous venons de faire 8 ans. Nous venons de faire 8 ans. Et on n'a pas les gemmes de paix. On n'a pas les symboles de paix. On aggrave la division. Il est vers Bédié. Donc il devait chercher Laurent Gbagbo pour avoir la réconciliation. Mais il chasse Bédié dehors. Et donc, vous voyez, c'est dit que... Non, les amis, les Ivoiriens en sont arrivés à aller chercher la vieille garde. Et vous voyez, si vous regardez au PDCI, vous regardez au FPI, les jeunes ne parlent plus. Parce qu'ils ont compris que s'ils parlent, ils feront la politique d'Alassane Ouattara. Ils savent qu'aujourd'hui, là, ce qu'Alassane cherche, là, c'est que les vieux briscards se retirent pour que lui mette un de ses gars avec les moyens de l'État pour les écraser. Voilà ce qu'il est en train de chercher. Et donc, les jeunes même de PDCI ont compris qu'il vaut mieux laisser les vieux briscards faire partie d'abord Alassane Ouattara avant qu'on ne puisse parler d'alternance et autres. Donc, c'est pour dire que ce n'est pas leur faute. Ce n'est pas leur faute si quelqu'un qui est en prison devient le rêve des Ivoiriens. Ce n'est pas la faute de Laurent Gbagbo. Si après tout ce qui s'est passé, il devient encore... Et je voudrais dire à tous les chefs d'État qui s'accrochent au pouvoir,
Tous les chefs d'État qui gagnent aux élections ou perdent des élections, commission électorale dit ils ont perdu et ils refusent de partir, je vais leur dire, Laurent Gbagbo aurait cédé simplement le pouvoir que 5 ans après, il aurait rehaussé Alassane Ouattara. Parce qu'en 5 ans, Alassane ne peut pas faire ce qu'il a promis. Donc il fallait lui laisser le pouvoir, il va montrer ses limites et il reprenait le pouvoir 5 ans après. C'est pourquoi il dit l'alternance là. Laissez ceux qui parlent beaucoup, qui annoncent beaucoup de choses là, laissez-les faire un mandat de 5 ans. Et vous allez voir que vous allez revenir après. Les Ivoiriens ont compris qu'en réalité, leur quotidien n'est pas pris en compte. Parce que chaque fois, on leur oppose des chiffres. C'est vrai que Hubert avait disait tout à l'heure que l'économie seule ne suffit pas. Il n'y a pas que l'économie seule en Côte d'Ivoire. Nous ayons le courage de le reconnaître. Vous voyez, moi, je viens de traverser le Bénin, le Togo, le Ghana pour aller en Côte d'Ivoire. Je peux vous dire que j'ai été déçu et constaté que c'est ce Ghana que nous célébrons tout le temps. C'est dans ce pays que nous avons des policiers les plus corrompus, les plus escrocs possibles. On n'en a pas vu en Côte d'Ivoire. On n'en a pas vu au Togo. On n'en a pas vu au Bénin. Donc c'est ce pays-là que nous citons comme exemple, que le président ghanéen, qui comprend très bien français, nous écoute. Ce n'est pas digne de lui. Ce que nous avons vécu, ce n'est pas digne de lui. À chaque poste, et tous les postes de sécurité sont transformés en postes de contrôle. Et il faut payer de l'argent parce qu'ils savent que tu ne sais pas quel numéro appeler pour te plaindre. Et ensuite, tu es pressé. Donc, ils savent que tu finiras par donner de l'argent. Et à chaque poste, c'est de la persécution, c'est de l'escroquerie, c'est la honte de l'Afrique. Et ça, je dis, il faut reconnaître que le président Laurent Gbagbo, il y avait cette bizarrerie-là en Côte d'Ivoire, où même Ivoirien, même s'il circule dans Abidjan, il doit payer de l'argent partout aux policiers. Le président Alassane Ouattara a mis de l'ordre. Il faut reconnaître ça. Au Bénin, on a mis de l'ordre. Au Togo, il y a de l'ordre. La police ne persécute pas les gens pour prendre de l'argent. Bref, ça, il faut saluer. Maintenant, il faut dire, ça ne suffit pas. Il y a aussi d'autres choses qu'il faut voir. Surtout le discours politique doit être plus respectueux. Il faut que nous comprenions que les enfants nous regardent. Quand des pères de famille qui riaient ensemble, qui mangeaient ensemble, qui ont pris le pouvoir ensemble, viennent aujourd'hui à se traiter de vieux menteurs qui mentent tout le temps. Non, à supposer même que c'est vrai, ça ne doit pas être dit comme ça. Le chef de l'État, le président de tous les Ivoiriens, ne doit pas parler des Ivoiriens comme ça. C'est très important qu'on comprenne ça. Sinon, on ne fait pas la politique. Sinon, si c'est ça la politique, d'insulter, abaisser l'autre, minimiser l'autre, piétiner l'autre, je ne tolérerai pas que le président Bédié dise ça du président Alassane Ouattara. Je ne permettrai pas aussi que le président Alassane Ouattara dise ça des autres. Donc, les Ivoiriens sont contraints par la gouvernance actuelle d'aller chercher les vieux briscards pour corriger les choses. Alors, Laurent Gbagbo, aujourd'hui, on en parle beaucoup. Tout le monde espère ou peut-être attend son retour en Côte d'Ivoire, mais ce n'est pas encore acté. Visiblement, il y a l'autre volet qui fait qu'il est toujours en Belgique aujourd'hui, c'est-à-dire la Coupe internationale. Votre avis sur, on va dire, les récents développements qu'il y a eu au niveau de la haie? Oui, je pense qu'avec, comment on appelle, l'argumentaire de la première instance, avec tout ce qu'on a, je ne veux pas donner de détails, autour de Fatou Bensouda, complètement décrédibilisé, avec tout ce qu'on savait de ce dossier depuis près d'une décennie. Je pense que même si, à cause de ce qu'il était, le chef de l'État de la Côte d'Ivoire, lorsqu'il y a eu ces événements qui ont fait plus de 3000 morts, et qu'il devrait peut-être purger une peine, même si c'est spirituel, je pense qu'aujourd'hui, Laurent Gbagbo l'a purgé, et que par rapport à la situation qu'on a en Côte d'Ivoire, on a besoin de lui. Et il y a l'autre aussi qu'il ne faut pas oublier, Charles Blé Goudé, qui, je pense qu'il a grandi, il s'est assagi aussi, je crois. Je pense qu'on a besoin d'eux en Côte d'Ivoire. Une fois encore, vous savez, en géopolitique, on parle de contradiction principale et on parle de contradiction secondaire. Aujourd'hui, par rapport à la situation que nos frères ivoiriens vivent, on est bien désolé sur le plan vraiment de la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire. On se rend bien compte que le président Alassane Ouattara, à moins qu'il change les semaines et les mois qui viennent, risque d'être un problème. Parce que tous les actes qu'il pose chaque jour, lorsque vous décidez dans un pays où il y a quand même une relative tension avant même que vous ne veniez et que vous l'aggravez, alors on se demande si vous n'avez pas envie de mettre le bordel. Aujourd'hui, avec la situation, la CEI, avec tout ce que vous savez, certainement ça sera promulgué. Et puis après, il y aura quoi?
Une CEI a-t-elle jamais été impartiale? Je ne vous arrête pas. Non, une CEI a-t-elle jamais été impartiale? À la différence que ça ne vous a pas échappé que certainement il n'y a pas de hasard puisque l'autorité vient de Dieu. Ça ne vous a pas échappé que malgré tout ce qu'on peut dire de l'ancien président Laurent Koudou-Gbagbo, quand vous regardez la CEI qu'il y avait, c'est parce que justement, non seulement l'opposition était fortement représentée, mais l'opposition avait une majorité écrasante que tout ce qui s'est passé a pu se passer. Ça ne vous a pas échappé. Et je pense que la décision de la Cour africaine des droits de l'homme a été claire. Il faut une CEI non seulement équitable, mais vraiment cela a été fait. Libre. Est-ce une raison pour céder à la surenchère de l'opposition? Non, vous savez très bien. Est-ce une raison pour céder à la surenchère de l'opposition? On sait que non, dans tous les pays... Actuellement, vous savez très bien que celui qui a le pouvoir, c'est le président Alassane Dramane Ouattara. Et que, normalement, après un deuxième mandat, il est dans la disposition, normalement, de jouer au bon père de famille et d'organiser les choses. Des opposants sans parti politique ont-ils le droit de revendiquer? Vous dites? Des opposants sans parti politique. Le FPI est représenté par une autre personne que Laurent Gbagbo aujourd'hui. Non, mais de toutes les manières, vous savez très bien que les anciens présidents, à eux seuls, représentent presque des institutions. Ça ne vous échappe pas, parce que je vous ai dit tout à l'heure que quand quelqu'un a occupé ce fauteuil-là, il connaît les secrets du fauteuil. Et donc, il faut faire... C'est Rafin Guessan qui représente le FPI aujourd'hui légalement. Non, il y avait toujours, jusque-là, deux ailes. Et il faut toujours entendre parler, parce qu'à la fin Guessan, il a toujours dit, lorsque Laurent Koudou-Gbagbo va revenir, il va reprendre sa place. Et aujourd'hui, vous savez très bien que si on va parler d'une certaine alternance en Côte d'Ivoire, il y a Henri Konan Bédié, il y a Laurent Koudou-Gbagbo, il y a Guillaume Soro, qui est quand même un élément important, parce qu'il ne faut pas oublier, je pense que sans Guillaume Soro, et même sans Henri Konan Bédié, on ne parlerait pas du pouvoir d'Alassane Dramane Ouattara. Vous le savez très bien, l'histoire est très récente. Et donc, je pense qu'on est dans une situation aujourd'hui où les ténors de la politique ivoirienne, autres qu'Alassane Dramane Ouattara, sont obligés de revenir sur le devant de la scène. C'est une situation déplorable, mais ça voudra dire aussi que le passé, on solde toujours les comptes, parce que en fait, aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où on se rend bien compte que 2010, il y a une certaine situation. Laurent Gbagbo s'est retrouvé en prison, mais près d'une décennie plus tard, la situation n'est pas réglée. Donc, lorsqu'il y a une crise profonde et que vous ne vous asseyez pas vraiment dans un esprit et à la fois de justice et de réconciliation sincère, en fait, vous vous retrouvez au bout du rouleau dans les mêmes situations, et c'est ça qu'on est en train de vivre. Je pense que effectivement, il va falloir que chacun développe ses forces, mais personnellement, je crois sincèrement qu'ils sont trois hommes forts, et lorsque deux se mettent ensemble, le troisième est en minorité. Voilà, alors Guillaume Soro, parlons-en. On sent que l'homme a des ambitions, ça ne se discute plus. Il a choisi de quitter la coalition au pouvoir. Aujourd'hui, il se retrouve dans une position où il est en pourparlers et il aurait donné son accord au président du PDCI et pourquoi pas prêt à rencontrer aussi le président Laurent Gbagbo. Sa posture aujourd'hui, est-ce qu'elle doit être celle de l'écoute ou du soutien à une candidature concertée entre les trois personnalités, ou bien il est à même de candidater lui-même, pourquoi pas, pour demander le suffrage des Ivoiriens? Est-ce que selon vous, Guillaume Soro aujourd'hui a l'âge de s'affranchir, on va dire, de la tutelle politique dont il a bénéficié de la part de la plupart des chefs d'État actuels ou anciens? C'est possible. C'est possible, et Guillaume Soro est très rusé. Il est en train de faire la stratégie Macky Sall, aller sur le terrain, sans caméra, sans rien, faire le tour du pays, contacter les gens, discuter avec les gens. Il prépare le plan B, au fait. Le plan A, c'est Laurent Gbagbo candidat aux élections présidentielles. Et je peux vous dire que Laurent Gbagbo candidat, il va écraser Alassane Ouattara aux prochaines élections. Mais Soro sait qu'il est possible que ce plan-là ne marche pas. Et quand le plan-là ne va pas marcher, il faut un autre. Et cet autre-là, ça peut se jouer d'abord au premier tour. Donc, on va aller tous au premier tour et on va voir qui va arriver contre Alassane Ouattara. Et c'est ça qu'il est en train de préparer. Donc, bref, Soro peut, mais il ne fera pas s'il se rend compte que la plateforme
à un candidat et que ce candidat s'appelle Laurent Gbagbo, il ne va pas candidater. Parce que vous savez, l'électorat FPI risque de ne pas basculer dans la coalition si c'est Bédié qui est candidat. Mais si c'est Ouattara et si c'est Laurent Gbagbo qui est candidat, l'électorat Bédié va basculer. Et donc, à partir de cet instant, le pire cauchemar pour Alassane Ouattara, c'est Laurent Gbagbo candidat contre lui. Et le deuxième, qui va être tout aussi difficile pour lui, c'est que Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié laissent Guillaume Soro porter la coalition contre lui. Dans tous les cas, je crois que le président Alassane Ouattara est en train de travailler tous les jours à se compliquer la vie. Et ça, s'il n'y a pas, comme il l'a dit, s'il n'y a pas un changement radical dans la manière de traiter les Ivoiriens, dans la manière de parler aux Ivoiriens, dans la manière de se dire, vous avez dit tout à l'heure qu'une CEI neutre n'existe pas. Oui, mais on ne parle pas comme ça lorsqu'on a gagné. Lorsque vous avez fait des réformes qui vous arrangent, ne venez pas jeter de l'huile sur le feu en disant c'est classé. Vous êtes en train de provoquer maintenant. Alors que non, il faut éviter ça. Il faut savoir gagner. Donc bref, je vous dis, nous sommes dans une situation où le président Alassane Ouattara, d'une situation mirobolante, avec un vrai monstre, un RHDP coalition, qui était prêt à tout broyer sur son chemin, il a réduit ça en un parti RHDP qui regroupe des personnes qui sont là parce qu'ils ont des avantages à protéger, mais qui n'y croient pas. Donc, à partir de cet instant, il est en train de se mettre en difficulté. C'est vrai, le pouvoir l'a isolé. Le pouvoir l'a totalement isolé. Il ne descend pas dans les rues, il ne se promène pas dans les rues, il ne se promène pas dans le pays, il ne sait pas ce qui se passe. Vous parlez de routes. Oui, il y a des routes, beaucoup d'échangeurs et tout ça, de pont à Abidjan, mais circulez vers le nord de la Côte d'Ivoire, son propre électorat. Allez voir le nord, allez voir les routes, allez voir l'état des routes là-bas et tout ça. Donc bref, c'est pour dire le président ne sort pas, il n'est pas en contact avec la population. Il écoute quelques 10 personnes, 20 personnes qui lui font croire tout va bien, on a gagné, tout est populaire, tout ça, et puis on croit ça. Et on est dans cette logique-là. Non, c'est pas comme ça. Vous avez vu ce qui s'est passé au plateau est illustratif de ce qui va se passer. Beaucoup de milliards dépensés pour le candidat du parti au pouvoir. Beaucoup de stratégies, beaucoup de... On ne va pas dire tout ici. Beaucoup de tout. Et malgré ça, le gars a gagné. On peut tout faire. On peut le mettre en prison. On peut le persécuter. Mais il a gagné. Il a gagné contre la machine du pouvoir. Au plateau, qui est le symbole du pouvoir, le symbole de la richesse. C'est pour dire, le président Alassane Ouattara doit comprendre. Cette politique-là, c'est une politique de chaos. Ils sont en train de préparer leur propre chaos. Et donc, ils sont en train de préparer un chaos contre eux. Il faut qu'ils comprennent et qu'ils changent de stratégie. Voilà, il faut qu'ils comprennent une de stratégie. Guillaume Kubafori Soro, aujourd'hui, a-t-il, selon vous, des chances de finir, pourquoi pas, président de la Côte d'Ivoire pour la présidentielle de 2020? Je pense que ce sera le scénario catastrophe. Pourquoi je dis ça? Parce que je suis convaincu que dans l'alliance qui est en train d'être tissée, je vois que le premier choix ne serait pas Guillaume Soro. Sauf que il est bien possible qu'allant dans son désir de coûte que coûte avoir le dessus sur ses adversaires, le président Alassane Dramane Ouattara est bien capable de corser la note parce que sur le plan sécuritaire, il peut dire que la force est de son côté et donc à la limite même empêcher qu'un président élu prenne le pouvoir. Ah non, on ne va pas... Non, ce que je veux dire... On ne va pas faire des calculs... Ce que je veux dire, c'est qu'on est dans un schéma, à moins que les choses changent maintenant. On ne va pas diaboliser les gens. Non, je ne diabolise personne. Ce que je veux dire, si la situation sera calme, et il y aura une ambiance bon enfant à la présidentielle de 2020, il faudrait un changement de discours de la part du président Alassane Dramane Ouattara. Si ça ne change pas, moi, je ne veux pas dire que ce sera Henri Konan Bédié, que ce soit Laurent Gbagbo, tout ça. Je sais que la coalition qui fera face au RHDP va gagner la présidentielle. Et même si c'était Laurent Gbagbo, moi, je vois, à moins qu'il y ait de changements maintenant, qu'il y a une volonté de ne pas remettre le pouvoir à celui qui va prendre le pouvoir. Et ce n'est que dans ce cas-là qu'il risque d'avoir une confrontation Alassane Dramane Ouattara, Guillaume Soro. Et donc, on va souhaiter que les choses aillent dans le bon sens. De toutes les manières, comme on le dit en Côte d'Ivoire, la situation est déjà plus ou moins gâtée. Mais il ne faut pas en rajouter. Et c'est pour ça que moi, je souhaiterais
que les uns et les autres fassent leur jeu, mais que l'enjeu ne ramène pas à une situation plus critique que celle de 2010. Mais Joannès Toanou, comme nous sommes en train d'analyser ici, nous devons voir toutes les hypothèses. L'hypothèse la plus probable, c'est qu'on ait une alternance avec éventuellement l'ancien président Laurent Koudou-Gbagbo, comme le disait mon co-débatteur. Mais ce n'est pas gagné d'avance que l'opposition prenne le pouvoir. Si on voit les pas qui sont en train d'être posés aujourd'hui, il peut y avoir des situations critiques à gérer. Et donc, dans ce cas, je ne vois Guillaume Soro se retrouver en confrontation avec Alassane Dramane Ouattara que dans le cas où il faudra que la force intervienne. Patrick Armand-Pouillon, Laurent Gbagbo, candidat en 2020, j'ai du mal à y croire. Mais j'ai du mal à y croire. J'ai du mal à y croire. Et ceux qui ont l'habitude de m'écouter sur ce plateau vont dire qu'est-ce qui est arrivé à Patrick Armand-Pouillon. Oui, moi, c'était la situation qu'il fallait éviter totalement. Mais le président Alassane Ouattara nous a conduit à ça. Et c'est le rêve des Ivoiriens. Oui, mais il n'a pas fini sur son procès. C'est pas terminé. S'il y a appel du bureau du procureur, ça peut repartir pour 2 ans. Écoutez, je voudrais dire simplement à tous ceux qui soutiennent Laurent Gbagbo de cesser d'insulter Fatou Bensouda, de cesser de l'insulter. Parce qu'elle a le pouvoir de vous perdre du temps. Alors cessez de... Parce que vous voyez, quand vous provoquez, insultez, surtout une femme, lorsque la femme est insultée, ça là, au-delà du droit, parce que le droit, vous savez, on peut toujours trouver une virgule quelque part qui va revenir. Donc vraiment, cessez d'insulter. Moi, je voulais dire à Madame Fatou Bensouda, franchement, je vous défends. C'est-à-dire, tous les gens de Laurent Gbagbo, là, ils ont trop menti sur vous. Ils ont dit trop de bêtises et tout ça. Laissez-les. La Côte d'Ivoire a besoin de Laurent Gbagbo. Et vous aussi, vous savez, en votre âme et conscience, que Laurent Gbagbo, s'il a une quelconque responsabilité dans cette affaire, aujourd'hui, il a fait 7 ans de prison. Je vous demande, dites le droit, rien que le droit. Ne vous préoccupez pas de ce que les gens vous disent. Laissez-les. Ils ne savent faire que ça insulter. Laissez-les insulter. Mais vraiment, libérez-nous Laurent Gbagbo. Parce que nous voulons que le jeu politique soit équilibré en Côte d'Ivoire. Vous n'êtes pas en campagne. Pour que le président Alassane Ouattara comprenne notre message. En fait, ce que je dis sur ce plateau-là, c'est pas pour arranger Laurent Gbagbo. C'est pour le président Alassane Ouattara. C'est pour qu'il comprenne qu'il est temps qu'il devienne le président de la Côte d'Ivoire et non le président de camp. Il est temps qu'il pense à l'après. Il est milliardaire, riche. Un milliardaire reste en vie pour bouffer son argent. Un milliardaire cherche à rester longtemps. Ses enfants doivent rester longtemps. Alors c'est maintenant qu'il doit devenir le père de la nation. Tout ce que je dis là, c'est pour ça. Parce que je sais que quand il va voir Laurent Gbagbo à Abidjan, là, il comprendra que ce discours d'arrogance là est un discours fabriqué par ses collaborateurs qui lui mentent. Il n'a pas l'électorat aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Il faut qu'il comprenne ça. Et pour avoir l'électorat, qu'il change de discours, qu'il devienne suffisamment humble. Et qu'il parle aux Ivoiriens. Il parle à leur cœur. Les Ivoiriens, ils ont souffert. Ils sont en train de souffrir. Il faut les écouter et cesser de faire de la politique. Eh bien, la Diovi, mot de fin. À mot de fin, moi, je voudrais sincèrement souhaiter que le président Alassane Dramane Ouattara, puisque la Côte d'Ivoire est quand même un pays proche, un pays africain, et donc change de politique. Dieu lui a fait la grâce d'avoir un premier et un second mandat. Je pense qu'il ferait œuvre utile en ne versant pas dans ce qui a été contre lui dans le passé. Et que dans les prochains jours, les prochaines semaines, je suis persuadé que Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé vont sortir de prison, qu'il n'y ait pas, contrairement à ce qu'on peut imaginer, une volonté de les empêcher de rentrer en Côte d'Ivoire. Et que dans un esprit de réconciliation, qu'ils puissent rentrer en Côte d'Ivoire et qu'ensemble, parce qu'en dehors de tout, ils sont tous fils du pays. Tout ce que nous sommes en train de dire, c'est juste pour vraiment amener celui qui est aujourd'hui le père de la nation ivoirienne, le président Alassane Dramane Ouattara, de faire en sorte qu'après lui, que ce ne soit pas le chaos. Mais les signaux actuels ne sont pas bons. Et personnellement, je voudrais souhaiter qu'il change les choses et que, pourquoi pas, qu'en son temps qu'il soit encore là, que Laurent Gbagbo revienne et qu'il change la donne, qu'il écoute les uns et les autres, puisqu'il a quand même fait son temps, et qu'il laisse le jeu démocratique se dérouler pleinement. C'est ce que nous souhaitons, mais j'ai de grandes appréhensions
Voilà, appel à la paix et à la cohésion que nous partageons avec vous, appel à la réconciliation nationale que nous partageons avec vous aussi. Quant au retour de Laurent Gbagbo, de Charles Blé Goudé, ce sera un autre débat puisque, quoi qu'on dise, les recours ne sont pas encore épuisés du côté de la Cour pénale internationale. Messieurs, merci de nous avoir suivi. Un débat qui aura valu ce que ça vaut. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt pour notre numéro de votre émission. D'ici là, portez-vous bien.